Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Il fait un petit peu froid. On a ressorti les pullovers et vous voyez que nous sommes très bien installés avec Miss Shannon pour un instant de lecture. Il y avait un moment que je ne m'étais pas offert le luxe de faire un instant de lecture en vidéo. Et dans les commentaires, je vais bien mettre la caméra, dans les commentaires d'après ce que j'ai lu, vous aimez bien un instant de lecture. Et moi aussi, alors ça tombe bien. Alors j'ai choisi aujourd'hui un chapitre, j'ai longtemps hésité parce que j'ai eu énormément de mal à savoir quel extrait de lecture j'allais vous faire de ce livre de Catherine Romanoff qui est passé chez Philippe sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire sur le YouTube. Merveilleux livre qui m'a été offert par Véronique pour mon anniversaire. Une très belle synchronicité d'ailleurs, puisque quand Véronique m'a offert ce livre pour mon anniversaire, elle ne savait pas, Véronique c'est une abonnée de la chaîne Au-delà du spirituel qui m'a fait ce merveilleux cadeau et qui m'a fait découvrir cette femme Catherine Romanoff, et en synchronicité, elle me contacte par mail quelques jours après, elle me dit mais vous devinerez jamais, Lisa, elle passe sur la chaîne de Philippe, elle sera interviewée, donc c'est génial. Je vous ai envoyé le livre, il est assez bouleversifiant ce livre. Je l'ai lu d'une traite et pour tout vous dire, mais vraiment, je vous lirai la 4e de couverture après. Pour tout vous dire, donc je l'ai offert à plusieurs personnes, à 2 personnes, pardon. Et pour tout vous dire, j'avais tellement pas envie de le finir que je l'ai économisé. Vous savez, des fois je me jette sur la tablette de chocolat, puis après je dis non, il est tellement bon qu'on va économiser. C'est vraiment du haut niveau, c'est de l'apprentissage, c'est un merveilleux roman, c'est très bien écrit, on joue avec votre émotionnel, Ah non, j'ai vraiment apprécié ce livre. Merci beaucoup Véronique. Et j'ai autant aussi apprécié le direct où elle a été interviewée chez Philippe. J'aimerais tellement qu'elle vienne sur notre chaîne YouTube. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc je vous lirai la 4e de couverture après. Non, je vais pas vous la lire parce que je veux pas spoiler l'auteur. Et je me suis commandé le dernier livre qu'elle a écrit, Le Bureau des âmes. Donc ce livre, c'est juste avant Mon dernier souffle de Catherine Romanoff. Je vais pas vous lire le résumé parce que bon, l'héroïne, enfin le personnage principal du livre, elle est thérapeute et conférencière de renommée internationale. Et à un moment donné, elle est victime d'un tueur à gages dans sa maison des bords de Loire. Elle est spécialiste des régressions sous hypnose et des vies antérieures. Elle est aussi passeuse d'âme. Et la voilà brutalement de l'autre côté. Alors, il y a toute une histoire, hein, évidemment. C'est un gros pavé. Catherine Romanoff-Lefebvre, hypnologue, est l'auteure du journal d'une hypnothérapeute et des 5 secrets de la planète des minces. Parue aux éditions Erol, elle a plusieurs vies, comédienne, designer, illustratrice, metteuse en scène et se consacre à présent à la thérapie et à l'écriture. Elle donne également des conférences sur l'hypnose qu'elle a à cœur de faire connaître avec humour et simplicité. Alors j'ai découvert qu'elle avait un cabinet, d'ailleurs j'ai une amie cliente qui a pris une consultation, je crois que c'est au mois de janvier. Et elle est formatrice également. J'ai découvert cela. Tu viens, Shannon? Je sais pas ce qu'elle fait encore, celle-là. Bon, allez, je me mets un petit plaid parce qu'il fait pas très chaud. Donc j'ai eu beaucoup de mal à vous choisir un extrait, mais finalement j'ai réussi à trouver l'extrait. J'ai pas de crayon, c'est pas grave, je vais mettre une petite encoche. Alors, installez-vous confortablement. Vous m'avez
fait comprendre que soit vous ne pouvez pas lire, parce que ça fatigue la vue quand même, la lecture, soit vous n'avez pas la patience de prendre un livre et que vous appréciez les instants de lecture. Je vous remercie infiniment. Et prendre un livre, pour moi, c'est voyager, c'est le repos de l'esprit, c'est la paix de l'âme, c'est l'enrichissement, c'est la culture, c'est... Prendre un livre, pour moi, c'est... Quand on me demande, vous savez, le jeu, si tu pars sur une île déserte, qu'est-ce que t'emportes avec toi? J'ai toujours dit un livre et du chocolat. Voilà, pour vous situer. Alors, c'est parti pour la lecture. Installez-vous bien. C'est un chapitre qui est assez long. Alors, je ne sais pas si j'irai jusqu'à la fin parce que sinon, je vais spoiler la fin du livre. Une joyeuse anticipation. Je quitte le 5, légère comme une plume. Je fais un saut chez Mélanie. Il y a toujours ce soldat au portillon de son jardin fleuri. Il faudra quand même que l'on fasse quelque chose pour lui. Mélanie, elle sursaute, prend Théo dans ses bras et lui sourit bêtement. On rit toutes les deux comme des gamines. Je lui explique que c'est bien Henri Blette qui m'a assassinée et que j'ai écarté le danger, en tout cas de façon provisoire. Je lui promets de tout lui raconter quand je serai de retour dans mon corps. Elle m'informe qu'elle a envoyé nos écrits à Berthaud. C'est exactement ce que j'allais lui demander de faire. Je lui demande de prendre en note la phrase suivante et essentielle à adresser à Berthaud et à Korsakowski. Scandale agroalimentaire dans la conception et la fabrication de l'huile semi-synthétique Palama, commercialisée par l'industriel Henri Blette. Prévenir l'OMS. Le mobile de mon meurtre tient en peu de mots. Elle me raconte la visite de Vincent. On se réjouit à l'idée de se rencontrer en vrai. On est émus toutes les deux. Allez, file, ma petite. Il n'y a pas de temps à perdre, file. En un clin d'œil, je suis de retour à Angers. Mon petit corps se tient là, dans les draps propres du CHU. Et Peter me tient la main. Il me parle doucement. C'est le moment de battre des paupières pour la grande scène d'amour que tout le monde attend. Je t'aime, tu m'aimes, fermons les yeux sur tous les abîmes qui nous ont séparés. Je me glisse près de lui. Peter, je sais que tu travaillais avec Linda. Je te pardonne tes secrets. J'écoute tes mots doux. Tu me caresses le front. Tu m'avoues que tu m'as laissé partir pour me protéger, que tu m'as laissé te quitter par amour pour moi, et que tu n'as jamais cessé de m'aimer. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi doux. Mon corps est inerte, indifférent à tes regrets. Mais au-delà, mon âme t'écoute avec toute l'attention du monde. Je suis avec toi, bercée par la chaleur de ton souffle, et la vibration de mon cœur te répond. Moi aussi, Peter, je t'aime. Pas un jour ne s'est passé sans que je pense à toi. Tu t'es toujours aimé. Chaque seconde, chaque jour, chaque semaine. Mes yeux se mouillent tant je suis émue. L'air fleure bon le désinfectant d'hôpital. C'est le moment idéal pour que le prince charmant se penche pour embrasser sa douce princesse et que la belle au bois dormant se réveille enfin. Tout est prêt. Sauf que il y a une anomalie. Je ne peux pas rentrer dans mon corps.
J'essaie par le chakra coronal qui se situe au sommet de la tête. J'essaie par le nombril, le chakra sacré. J'essaie de me souvenir de tout ce que j'ai pu lire sur la mort et par où l'âme s'en va. En toute logique, ça devrait être la même chose, en sens inverse. Je me souviens de la cordelette d'argent. Je n'en vois pas l'ombre d'une trace. Je m'énerve un peu. Je prends de l'élan, mais il n'y a rien à faire. Je traverse le plafond pour avoir une vision d'ensemble. J'essaie de comprendre ce qui cloche. Comment rejoindre mon corps pour le happy end final? Est-ce qu'il y a un mot de passe? Peter se lève. Je le suis machinalement. Ses pas le conduisent vers la cantine de l'hôpital. Il est toujours aussi lisse et imperméable. Il sort son portable, il vérifie des horaires de vol en provenance de Los Angeles. Sur l'écran de son téléphone, il y a des messages de Linda Moust. Je ressens une bouffée d'angoisse. Et si tout n'était pas aussi simple? Je retourne dans ma chambre, je vole en rond comme un oiseau de proie au-dessus de mon corps. J'appelle Vincent. Vincent! Vincent! Je ne peux pas entrer dans mon corps. T'as des infos, toi, sur le processus? Je ne suis tout de même pas le premier esprit à réintégrer un corps plongé dans le coma. Est-ce que tu as accès aux archives akashiques? Tu peux lancer une recherche? Effectivement, j'ai certaines infos, mais bon, tu sais, je débute, hein. Il y a plusieurs plans. Bon, j'ai pas accès à tout, c'est hiérarchisé, et j'ai pas encore rencontré mon numéro 3. C'est quoi les infos? Je sais pas si c'est spirituel ou métaphysique. Mais Vincent, mais accouche! C'est juste un mot en 2 syllabes. C'est le mot Linda. Bah quoi Linda? Quoi Linda? Quoi Linda? C'est tout ce que j'ai. Linda peut ou empêche. Linda quelque chose noir et blanc. Une sorte d'histoire de force. Quelque chose entre Linda et toi. Linda, la sorcière maléfique. Le début, la fin, le cœur des choses, ma part d'ombre, ma plus grande peur, la championne de la délocalisation. C'est elle aussi, comme par hasard, noir et blanc, quel euphémisme. Et dans mes cauchemars, elle se tient tranquille, innocente dans sa salle de bain, la salle de bain de Henri Blette, mon assassin. Si ce n'est pas un message de mon inconscient pour me dire qu'elle joue un rôle dans l'état dans lequel je me vois contrainte, je suis un esprit errant. Mais je suis un pur esprit. Il est temps de me frotter au mal. L'heure de trancher entre l'ombre et la lumière. T'en fais pas un peu trop là, Alison? Oh, Alison! Je comprends maintenant pourquoi on t'appelle Feu Follet, hein? Tu tiens pas en place. L'obsidienne. Aéroport de Los Angeles. Linda sort d'un restaurant. Elle a vraiment une très belle poitrine. On ne peut pas penser à elle sans évoquer sa poitrine ronde et ferme. Ses yeux sont très maquillés. Que veut-elle cacher sous ce col noir? Je suis curieuse d'observer son visage et son allure après tout ce temps. Elle a été un
très bel objet de fantasme et de souffrance pour moi. Elle me paraît familière et étrangère à la fois, ambivalence. Son visage s'est durci. Elle a pris un sacré coup de vieux. Peut-elle capter ma présence? A-t-elle appris ma mort? Sait-elle que je suis vivante? Est-ce que ça la contrarie? Ses gestes sont brusques. Je suis comme une abeille autour d'un pot de miel. J'aimerais pénétrer ses pensées et découvrir ce qu'elle sait. Mais une force sombre l'entoure. Elle franchit la douane. Il faut absolument que j'affronte ma peur. Ses pas sont saccadés, son sourire énigmatique. Peter a chuchoté à l'oreille de la belle endormie qu'il m'aimait, qu'il m'avait toujours aimé. Une immense impression de gâchis m'envahit. Tout ce temps perdu, il faut en finir. Je ramasse mon courage avant qu'il ne s'éparpille. Tout ce que j'ai fui, il faut que je l'affronte. Je suis au pied du mur. La vérité est un drôle de concept. La vérité des faits, la vérité des ressentis, la vérité des émotions. Rien n'est plus volatile. Tout est une question de perception et de ce que l'on se raconte. Elle porte au cou une sphère noire, une obsidienne en pendentif qui semble me regarder. La roche volcanique polie et brillante m'attire et me nargue. Je crois bien que c'est une pierre de protection. Prise d'un élan, je fonce droit sur elle, mais pouf, je rebondis. Je me heurte. Je reste en surface. Elle est assise devant sa coiffeuse. Elle penche la tête. Je ne comprends pas où je suis. Je croyais être dans le hall de l'aéroport international. Je découvre une chambre autour de moi. Linda coiffe tranquillement ses longs cheveux, pose sa brosse, reste là songeuse. Je tourne autour d'elle, je veux savoir. Elle coiffe tranquillement ses longs cheveux, pose sa brosse et reste là, songeuse, à attendre. Elle a l'air plus jeune. Un détail étrange me frappe, une bizarrerie, une impression de déjà-vu. Ses gestes sont répétitifs, elle est en boucle. Le film se répète sans interruption. Et je suis à l'intérieur. Cette chambre m'est familière, je la reconnais, je l'ai déjà visualisée. La femme assise à sa coiffeuse. À gauche, la fenêtre ouverte sur un ciel azur indifférent. Je suis dans la réminiscence du voyage astral de Peter. Il m'a décrit cette pièce sans me dire que Linda tenait le premier rôle. Et de nouveau, je doute. Quelles sont leurs relations? Que s'est-il passé pendant toutes ces années? Les murs sont bleus. Un lino vert amande recouvre le sol. J'essaie de sortir de la pièce, mais je ne peux pas. Je ne peux ni traverser les murs, ni le plafond, ni passer par la fenêtre, ni franchir la porte. Je suis prisonnière. J'aimerais me réveiller maintenant comme d'un mauvais rêve, mais il me semble que je ne dors pas.
Toujours le même décor, toujours la même scène. Elle coiffe tranquillement ses longs cheveux, pose sa brosse, reste là, songeuse, à attendre je ne sais quoi. Est-ce que c'est pour cela que l'on prétend que le temps n'existe pas? Je suis dans une pensée, une rémanence, dans une boucle temporelle, un mouvement perpétuel. À quoi songe-t-elle? Qu'est-ce qu'elle attend? Elle coiffe tranquillement ses longs cheveux, pose sa brosse, reste là, songeuse, à attendre. Je me pose dans un coin de la pièce. Arrêter de se disperser, ne pas céder à la panique. Qu'est-ce qu'il peut arriver de pire à un esprit, si ce n'est de rester prisonnier dans un espace confiné? Les heures passent, alors que tout est répétitif et immobile, une ritournelle, une idée de l'enfer, d'enfermement. Je me cale sous le souvenir de mon souffle, car tout semble s'évanouir. Je respire profondément. Je ne pense plus qu'à inspirer et expirer. Je m'imagine à l'hôpital, ce corps vivant, mais sans esprit, qui m'attend. Si je veux le revoir, j'ai intérêt à me concentrer. Quel est mon dernier souvenir tangible? J'étais à l'aéroport, j'ai aperçu Linda, mais je n'ai rien vu venir. J'ai été absorbée, je suis entrée dans son aura comme dans un piège. Si elle avait plus de matérialité, je pourrais sauter dans sa poitrine comme je l'ai fait pour Henri Blette. Si j'avais plus de force, j'entrerais dans sa tête et je lui retournerais le cerveau. Je ne suis qu'une imbécile. J'ai foncé tout droit dans la gueule du loup, poussée par l'image de la petite coque vide sur mon lit d'hôpital. Ce petit bout de femme immobile qui n'a même pas conscience d'attendre quoi que ce soit. Son apesanteur m'a rempli d'histoire. Que diable! Elle coiffe tranquillement ses longs cheveux. Oh là 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 là, j'aurais dû retourner voir Mélanie, qu'elle prévienne Peter, Korsakowski, Berthaud que j'étais là, demander à Vincent d'interférer en haut lieu. Je sais pas, les laisser m'aider. J'ai préféré prendre la verticale, m'envoler pour tout résoudre, dans une tentative de contrôle absolu, peut-être de puissance, ivre de moi-même, grisé par la vision de Peter à mon chevet. Je croyais maîtriser les choses, et voilà que tout m'échappe. Impulsivité, tu es ma force et ma faiblesse. Pose sa brosse. Reste là, songeuse, à attendre. Si je suis dans son aura, dans le champ magnétique de cette obsidienne, quand elle se meut, je devrais apercevoir quelque chose de sa vision à elle. Je me cale à la fenêtre. Je plisse les yeux. Je ne vois rien qu'un ciel azur immobile. C'est un beau jour. Je regarde attentivement le miroir. Ma vision devient périphérique pour voir au-delà de l'illusion des formes. Comme un œil qui s'ouvre sur l'extérieur, j'ai une vision brève du monde réel autour de Linda. Elle est dans l'avion. L'hôtesse lui sert une eau pétillante. « Où vas-tu, Linda ?» Le commandant de bord informe les passagers que nous atterrissons à Paris dans 2 heures. Elle coiffe tranquillement ses longs cheveux,
pose sa brosse, reste là, songeuse, à attendre. Mon sentiment d'impuissance se multiplie. Elle récupère sa valise, entre dans une voiture. C'est une limousine privée. J'aperçois la nuque du chauffeur. Vibration fébrile. Elle lui tend un papier, il déchiffre. Gare Montparnasse. À la gare, les hommes se retournent sur elle. Elle ne passe pas inaperçue, avec son manteau fleuri, ses bottines rouges à talons hauts qui tapent sur le béton d'un air décidé. Beauté attirante et sulfureuse, elle repère un train pour Nantes. Un train s'arrête. Qui s'arrête à Angers? Mais c'est mon parcours. C'est ma vie qu'elle me vole. Je m'en veux terriblement de l'avoir laissé faire. J'étouffe d'être tombée dans le piège, d'être coincée devant sa coiffeuse au miroir ovale. Je me noie dans un sentiment de nullité, d'incapacité totale. Je suis au fond du gouffre, une méchante impuissante, teintée d'une colère refoulée. Est-ce si difficile pour moi de ressentir de la rancœur, de l'amertume, de la colère, de la rage éprouvée envers quelqu'un d'autre? C'est ma part d'ombre. Ces sentiments que je refoule, je les trouve indignes de moi. Ils me font honte, ils sont contre-productifs. Alors, je m'interdis de les éprouver. J'ai encore une vision idéale de moi-même, de la gentille petite Alison. Mais la colère est une force. Pourquoi s'en priver? La colère est une passion. La fureur est une énergie. Renforcer, faire feu de tout bois, toujours partir de là où l'on est pour avancer. Je déteste cette femme. Je la jalouse, je la hais de toute mon âme. J'accueille en moi cette haine, exite les bons sentiments, place à ma pulsion de vie, c'est-à-dire à l'envie de la tuer. Je sens naître en moi un torrent de colère furibonde. C'est court, ça monte comme la lave du volcan en fusion. C'est sinueux, puissant, continu. Ça me remplit, ça me gonfle et ça s'amplifie. Je vais exploser. Il ne faut pas. Je navigue entre rage et impuissance. L'impuissance de mon état, la colère d'être impuissante, la colère d'être en colère. Avec tout le travail que j'ai fait sur moi, je suis encore le jouet des émotions les plus primitives. Et en voulant étouffer ce qui monte avec une fausse pudeur, je crée une pression encore plus grande. C'est comme s'asseoir sur un volcan en fusion en espérant l'éteindre. Ça brûle les fesses. C'est un combat perdu d'avance. Et c'est tant mieux. Impuissance, injustice, trahison. Venez nourrir ma colère. Pourquoi encore contrôler quoi que ce soit? Personne ne me juge, personne ne s'inquiète de moi. Au centre d'une solitude parfaite, propice à l'abandon de la raison, c'est le moment de la libération de la colère. C'est le moment ou jamais. Il faut au moins connaître ça une fois dans sa vie. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Assez de traîner le désespoir en bandoulière, de faire la victime, d'être la femme abandonnée, l'innocente trahie. J'ai le cœur plein de haine. Mes mains tremblent de colère. Exit les regrets, les remords, les incertitudes, les culpabilités. De quoi que ce soit, je suis en colère. Ça gronde en moi, ça bouillonne. Colère contre moi,
Colère contre Peter, colère contre Linda, contre l'univers entier qui m'a réduite à cet état de zeste, de pensée. Je m'empare de l'épée pointée sur moi et je la retourne contre mon agresseur. Je suis colère, je suis la rage. Elles emportent tout sur leur passage, défoncent la croûte céleste et me propulsent dans le ciel. Je hurle. C'est beau, c'est le jaillissement d'une émotion à l'état pur. Silence. Je reprends conscience doucement. Elle coiffe longuement ses cheveux, pose sa brosse et reste là à attendre. Cela n'a pas suffi. Je suis encore dans la chambre bleue, dans l'obsidienne que Linda porte à son cou. Le TGV est à quai. L'embarquement peut commencer. J'ai l'impression fugitive qu'il me manque encore un petit bout de moi, qu'il y a eu dans cette colère à l'état pur un éclatement du moi. Linda pose sa main sur l'obsidienne, monte dans le train. Je m'installe alors dans le fauteuil face à la coiffeuse, insensible à l'hologramme de Linda, qui se superpose à mon âme transparente et continue inlassablement son jeu de coiffure, d'attitude songeuse, comme un manège, une comptine obsédante. Je tiendrai bon. Après tout, la situation n'est pas si désespérée. Nous allons à Angers. Je m'approche donc de mon corps. Dans le train, un homme lui cède le passage et respire son parfum. Jeu de séduction. La vibration de l'air devient alors différente. Je me dis que si elle éprouve une émotion forte, je pourrais peut-être me faufiler. Tout est une question de vibration. Je me laisse bercer par le train. Je disparais un peu. À Angers, elle sort de la gare, traverse la place, reflet d'une fontaine, roulement de la valise sur les trottoirs mouillés. Elle entre dans un hôtel, il est déjà tard. Distinguer le bon grain de l'ivraie. Il y a la nuit et le souffle régulier de Linda. J'aimerais me retrouver sur la plage de Marco avec Peter. J'aimerais faire une sortie de corps pour m'évader, mais je n'ai plus de corps. J'ai appelé Vincent de toutes mes forces, mais l'endroit est vraiment hermétique. Je ne peux l'atteindre. Linda se retourne. Sommeil paradoxal. C'est l'occasion d'essayer de pénétrer ses rêves, mais tout reste opaque et me fuit. Cependant, au cœur de la nuit, quelque chose se transforme, change d'aspect. C'est comme si les murs de la chambre bleue se mettaient à parler. Je perçois que c'est ici, dans cette pièce, que tout a commencé. Elle est là, en train de se coiffer. Elle a tout juste 21 ans. Elle devine qu'elle est enceinte. Une petite bulle à la surface de son ventre. Un sixième sens. Un enchantement. Un moment de transformation. Elle se coiffe, se contemple et devine. Elle n'a que mépris pour le futur père, qui trempe dans des affaires louches, mais il a de l'argent. Je pense faire de lui ce qu'elle veut. Elle pense faire de lui ce qu'elle veut. Elle est belle, envoûtante, mystérieuse, et il est amoureux. Elle n'aime personne à part cet enfant, qui n'existe pas encore. Dans un instant, elle va poser la main sur son ventre et murmurer son premier « je t'aime ». Elle cherche à se connecter à l'âme du bébé par curiosité, pour savoir, pour anticiper, participer, parce qu'elle éprouve cette joie enfantine, ce moment de pur bonheur, cette exaltation. Elle a un vrai don. Elle se produit la nuit dans un cabaret, elle fait des tours et de la voyance, elle se fait appeler la divine. Et c'est là, dans la nuit sulfureuse, entre l'art de la divination, l'alcool et le sexe, qu'elle a rencontré le père du bébé.
Alors, sans penser à mal, elle lance un appel naïf. « Esprit, es-tu là ?» Elle est médium. Depuis toute petite, elle a des facultés psychiques hors du commun. Elle ne comprend pas complètement. Il y a une part obscure en elle qu'elle ne maîtrise pas encore. Et c'est une fenêtre vibratoire noire qu'elle ouvre sans faire exprès. Et toutes sortes de choses se faufilent. Des esprits de personnes se présentent et forcent le passage et s'infiltrent. Ce n'est pas ce qu'elle voulait. C'était juste l'idée joyeuse de rencontrer l'âme de son futur bébé, le seul être au monde conçu pour vous aimer toujours. Plusieurs esprits apparaissent, trop d'esprits. Ce n'est pas ce qu'elle voulait. Elle n'a de cesse de réparer ce qu'elle a fait. Il lui faut retirer les âmes surnuméraires. Mais comme distinguer le vrai, la bonne? Comment distinguer? Ou bien la mauvaise? Et chacun croit qu'il est à sa place dans ce corps d'enfant. Il y a des personnalités plus ou moins fortes, aiguisées, pernicieuses, qui s'allient ou cherchent à prendre le pouvoir. Chacun veut toute la place. Cela développe une personnalité, des personnalités multiples. L'amour, c'est comme un festin de miel. L'amour d'une mère ne s'en remet jamais. Et les âmes errantes en demandent encore, le vivre encore, même par procuration. Les murs suintent à présent, je suis étourdie, la pièce manque d'air, et j'ai accès à l'ultime scène du drame de Linda. Je suis comme une poussière collée au plafond. Alors je vais faire une pause ici parce que je ne veux pas spoiler l'auteur. Donc je vais passer le petit passage. Ça fait environ 2-3 pages. Et je reprends la lecture. Je voudrais intervenir, mais je ne suis rien. Je suis au-delà ou en deçà de toutes ces choses. J'ai accès juste à l'information de ce qu'il s'est passé il y a longtemps déjà. La grosse erreur, en voulant réparer ce qu'elle avait provoqué malgré elle, elle a aggravé la situation. Je me demande quel âge a l'enfant maintenant et s'il est en vie. Je me sens lourde, je tombe. Je redescends dans la chambre bleue. Le ciel est azur et c'est un beau jour. Linda, jeune et belle, encore innocente et assise à sa coiffeuse. Elle pose sa brosse, prend un air songeur. Elle a l'idée de se connecter à l'âme de son bébé. Dans quelques instants, elle va prononcer la formule d'appel fatidique. Esprit, es-tu là? Et moi, je suis coincée dans cette boucle, prise en otage, spectatrice impuissante d'un cinéma permanent. J'assiste au moment crucial de la vie de Linda. Je comprends mieux sa ligne de conduite, sa motivation, médium de cabaret. Elle attire des forces obscures malgré elle. Elle a créé, sans le faire exprès, le double psychotique de son fils qu'elle aime. Remplie de culpabilité, elle cherche pendant des années une recette, une formule pour le libérer. Et puis, le jour où elle procède, elle se trompe et libère l'âme originelle. Le corps de son fils n'est plus que le jouet des entités qui l'habitent. Au fil du temps de son talent, des méandres de la vie, elle est sollicitée par le FBI pour des enquêtes, puis par la DIA pour jouer à l'apprentie sorcière sur le sujet qui l'intéresse le plus au monde, les esprits qui entrent et qui sortent des corps physiques, leur capacité à se mouvoir, en un mot, le contrôle de la délocalisation. À travers le miroir de la coiffeuse, j'aperçois ma geôlière qui se lève. Dans la salle de bain, elle arrange ses cheveux. Je reconnais son soutien-gorge, l'éclairage, la salle de bain. C'est celle du cauchemar que j'ai fait quand j'étais chez Mélanie et dans l'aura de Théo. Ça me paraît si loin, une autre vie. Peut-on se fier aux rêves des chats?
Je frissonne. J'ai bien l'impression que je vais devoir mourir une deuxième fois. Linda s'est glissée dans un taxi, l'obsidienne cachée au creux de sa poitrine, et moi dans son giron. Tout cela n'est que psychique. Je suis thérapeute. Je connais la psyché quand même. C'est une volonté contre une autre volonté, et ma volonté vacille. Mon amour pour Peter me paraît loin, inaccessible. Pourquoi je devrais me battre pour retrouver ma vie? Après tout. Est-ce que je suis pas bien là? Bercé dans le creux de cette obsidienne, le feu follet perd de sa flamme. Center Hospital, s'il te plaît, bafouille Linda au taxi dans un français approximatif. Elle pose sa brosse. Encore, et encore, et encore. Comment puis-je voir les choses différemment? Le temps presse. Le taxi dépose Linda, qui se dirige d'un pas alerte vers l'entrée du service de réanimation. Si la solution n'est pas dans la haine ni dans la colère, je me demande ce qui pourrait être plus puissant. L'amour? Elle me laisse voir ses moments de vie les plus forts. Je peux me concentrer sur son humanité. Elle a été bébé. Elle a été petite fille tout comme moi. Elle a traversé des moments difficiles. Elle a des émotions, des ressentis tout comme moi. Elle a fait des choix tout comme moi. Je mets une étincelle dans mon cœur et je la fais grandir. La solution, c'est toujours dans l'amour. La haine est juste une distorsion. L'amour est mon pouvoir pour sortir de cette boucle intemporelle. J'émets une vibration. Ah, ça y est, je l'ai déstabilisée. Elle manque une marche. Je trouve ça drôle. Et toutes mes impressions, toutes mes émotions, je les métamorphose en impulsions d'amour. Je me concentre pour lui envoyer, lui transmettre de l'intérieur un maximum d'amour. C'est un mouvement continu. La flamme intérieure devient plus grande et envahit subtilement l'espace disponible. Je rayonne, je flotte, comme dans un cocon de lumière. Je deviens légère, encore plus légère que l'air, aérienne, mais encore captive. Troublée, Linda se faufile dans les toilettes. Elle croise son reflet dans un miroir, s'arrête. Elle tripote son pendentif, pensive. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. J'envoie fort. Toute mon énergie d'amour circule au-delà de moi. Elle s'approche très très près du miroir et sa bouche fait de la buée. Ses yeux se perdent dans le reflet de ses yeux. Elle fouille dans son âme. Cette sensation qui chauffe lui rappelle d'autres empreintes. Je te berce, Linda, dans la lumière de l'amour. Je te donne ce que tu n'as pas reçu ou si peu. Je me demande si tu vas le supporter. Elle chancelle, étourdie, se rappelle une scène de son enfance. Elle n'a pas 5 ans. Une petite robe rose, une vieille dame se penche sur elle, un visage ridé, rectangulaire aimable. Des yeux un peu vitrés la considèrent comme une attention particulière. Avec une attention particulière. La dame lui donne un bonbon, une sucette multicolore. La petite fille est émerveillée. Il paraît que l'on rencontre toujours son ange gardien dans son enfance. Joie fugitive et intense, qui l'a conduite à toutes les parenthèses d'amour qu'elle a connues. Elle est allongée nue, dans des draps satinés aux brillances rouges. L'homme se lève, je le vois de dos. Dans le velouté de la nuit, après le tumulte de l'amour en état de grâce, alanguie, elle s'égare sur les contours arrondis de ce corps sicilien. Elle aurait pu l'aimer. Il aurait fallu. Pas grand-chose. Un battement d'ailes de papillon. Recevoir et donner. Elle se l'est interdit. C'est le père de l'enfant.
J'emmène Linda dans ma lumière. Je suis connectée à l'énergie de l'univers, là où tout est amour. L'obsidienne chauffe. Elle porte la main à son pendentif. Je vois le visage de son enfant à plusieurs âges de la vie. Puis, le cercueil blanc encore ouvert. Le visage pâle, figé dans un sourire immobile. Ses petites lèvres roses, petit pantin, enfin délesté de ses manipulateurs. Elle murmure pardon. Je te demande pardon, je t'aime. Peter est à l'enterrement, très droit, digne. Il lui tend la main et je ne suis pas jalouse. Je perçois l'amour fraternel entre eux. Je suis heureuse qu'il soit là dans ce moment douloureux pour apporter son calme et sa bienveillance. Elle colle son front sur la vitre froide. Ses yeux basculent en arrière. Je vois Linda chez elle. Elle a étalé sur un guéridon les photos de son fils. Elle caresse un pull qu'il a porté, un doudou qu'il a aimé. Elle a allumé une bougie. Elle se concentre mais n'arrive pas à se connecter à lui. Elle implore son guide, mais dès qu'elle le sollicite pour avoir des nouvelles de son fils, il ne donne plus aucune info. Elle pleure. Intéressée par le contenu de la scène, par le chagrin immense de cette grande médium qui n'arrive pas à se connecter à l'âme de son propre enfant, j'ai arrêté d'envoyer mon flot d'amour. Linda se ressaisit, un peu ébranlée par cette flamme intérieure qui s'est développée et se dérobe. Elle touche l'obsidienne, je me recule. Elle essuie le noir qui a coulé. Elle renonce à se remettre du rouge à lèvres. Elle précipite ses pas qui résonnent dans les couloirs de l'hôpital. Elle monte des escaliers, reprend son souffle, se presse. Ma vision se trouble. Elle s'arrête devant la chambre de rose de Damas. Elle prend une grande inspiration, toc avant de pousser la porte. Je m'aperçois, petite crevette pâle, immobile. Des silhouettes en ombre chinoise se déplient. Peter et Korsakowski se lèvent. Il y a un choc. L'obsidienne se fendille. Je peux enfin m'échapper dans la lumière. Et je le fais. Je n'ai qu'une envie. Monter le plus haut possible. C'est si beau la lumière. Léger. Un ange passe. Et papa, enfin. Tu es venu me chercher? Ah bah c'est pas trop tôt. Tu te souviens, à la sortie de l'école, j'avais 5 ans et une fois tu m'avais oublié. Tu n'avais pas vu le temps passer. C'est fini alors? De toute façon, tout est tellement agréable ici que je ne voudrais plus redescendre. Hein. Merci papa d'être là pour moi, de m'accueillir dans ce monde plus grand, plus lumineux. Merci pour le char romain. Merci pour mon entretien avec Jung. Trop incroyable, hein, t'avais vigé juste. Hein. Une bouffée de joie scintille, une émotion lumineuse pétille. Hein. Il n'y a pas de mots, hein. Le vocabulaire n'existe pas pour dire ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends. Ils sont plusieurs autour de moi. Je suis entourée d'une bienveillance, d'un amour infini. Je me sens transportée. On me félicite. C'est bien ce que tu as fait, reconnaître la haine et la transformer en amour. Les gens font plutôt le contraire, tu sais. Tu pourrais donner des cours ici, hein, et faire des conférences. Ah bah, ici aussi, ah bon, on fait des conférences. Ah bah, dis donc, c'est pas différent d'en bas alors. Si, c'est très différent. Parce qu'ici, tout le monde comprend ce qui est dit. Bah, ça me fait rire cette remarque. Tout est plus facile alors, plus gai. Tout a l'air si drôle et si céleste. Je n'imaginais pas autant de gaieté exquise. C'est délicieux, c'est divin. Je suis dans les bras de mon père. Il est jeune, il sent bon. Et ta tête, papa, t'as plus mal? Il me sourit, me fait un clin d'œil. Il me prend la main et dépose un baiser. J'ai une surprise pour toi. Alors, je vois un enfant. Il a l'air en pleine forme, les yeux remplis de lumière, et il tient par la main une petite fille qui marche sur la pointe des pieds. Alors je sais avec évidence que c'est ma petite fille, celle que j'ai eue avec Peter et que j'ai perdue à 4 semaines de grossesse. Une bouffée d'émotion m'envahit.
Toutes ces notions intuitives arrivent et s'affirment comme des vérités absolues alors que pas un mot n'a été prononcé. J'explose en pleurs de joie, d'émotion, secouée de sanglots. Je la tiens dans mes bras, je la couvre de baisers. Je l'aime tellement, j'ai l'impression que je la connais depuis la nuit des temps. Elle s'appelle Rose. Elle fait partie de ma famille d'âmes. Le petit garçon aussi. C'est pour cela qu'ils se tiennent la main. Ils sont cousins. Tout me paraît fluide, limpide. Alison, Alice, j'ai un message pour maman Lily. Dis-lui que je l'aime. Je ne lui en veux pas du tout, c'était mon parcours. Elle se devait aussi accomplir ce qu'elle a accompli et c'est bien. Je ne peux pas communiquer avec elle pour le moment. Le temps que je grandisse, tu comprends? Dis-lui que j'ai reçu tout son amour malgré tout. Tu lui dessineras un Z dans la paume de sa main, comme ça elle saura que c'est moi. Mais de quelle façon je peux communiquer avec elle? Bah, tu y retournes, Alice, précise papa, toujours aussi souriant. Quoi? Ah mais non, hein. C'est fini la vie, hein. Moi je suis trop bien ici dans l'éclat de la lumière, hein. Je veux rester avec vous, hein. Gardez-moi s'il vous plaît, hein. Tu te décourages trop vite. Et ta mission de vie, tu l'as oubliée? Ma mission de vie? Cette notion me paraît si lointaine comme une comptine d'un temps ancien dont j'ai oublié les paroles. Bah, tu voulais rendre visible le monde invisible, Alice Allison. Tu n'es là qu'à la moitié de ta vie. On compte beaucoup sur toi ici. Il me prend la petite Rose des bras. C'est beau de voir ce tableau transgénérationnel inattendu. Et toi, papa? Et Rose? Mais vous comptez tellement pour moi. Mais toi aussi, ma chérie. Et justement, tu ne dois pas te priver de tout ce que tu as à vivre. La vie est étincelante et merveilleuse. Et comme toujours, on se retrouve ici à la fin. Et toujours est un mot qui rassure les petits-enfants, dit-il dans un sourire mi-figue, mi-raisin. Ensemble, on se retrouvera pour jouer encore à apprendre. Je te le promets. Je n'ai même pas le temps de dire au revoir que je suis réabsorbée aussi rapidement qu'une micro-poussière dans un aspirateur puissant. J'atterris au fond d'un sac. Splouf! Dans un espace complètement étroit et inconfortable. J'étouffe. J'ai peur. Je passe du paradis à l'enfer et croyez-moi, c'est rude. J'entends un bip répétitif. Et je comprends alors que je suis de retour dans mon corps. Alors voilà, pour cet instant de lecture, il y a encore des pages après. Je ne veux pas spoiler l'auteur. Je vais vous lire juste le début du paragraphe de la 4e de couverture, hein, pour vous situer un petit peu. Oh, c'est difficile de revenir là tout à coup. Je vous laisse vous reprendre un petit peu vos esprits. Parce que moi, je suis complètement retournée dans l'histoire. Là, je ne vous cache pas que ce livre m'a confirmé des initiations que j'avais reçues, m'a confirmé des ressentis, m'a confirmé plein de choses. Merci Véronique, vraiment, de m'avoir offert ce livre. Alors, le paragraphe. J'abandonne mon corps désormais inutile et je m'élève doucement. Ma vie commence à défiler. Je suis une spécialiste de la mort. Je sais comment cela se passe. Sauf que je suis loin d'être en paix. Tout s'est passé trop vite. Je ne sais même pas qui m'a assassiné. Alors, je me détourne de la lumière blanche et décide de mener l'enquête. Donc l'héroïne s'appelle Alison, elle s'appelle Alice, c'est une Française, elle est partie vivre aux États-Unis. Alors, elle a mis une préface d'Einstein, vous savez que je vous parle souvent d'Einstein, on peut connecter facilement à ses valeurs spirituelles, à ses valeurs tout court et à l'entité elle-même. Il a dit « Je crois en une énergie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir. Elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. » À la fin du livre, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle a mis toutes ses sources.
Et dans ses sources, donc Catherine Roumanoff a mis toutes ses sources. Alors ça, j'aime bien les auteurs qui font ça. Et vous voyez, elle a mis Raymond Moody, hein, elle a mis Anne Desligniers, elle a mis La vie après la vie, Raymond Moody. Elle a mis aussi Serge Boutboul, Développer vos facultés psychiques et spirituelles. Si vous allez dans les playlists, vous verrez que j'ai fait pas mal d'instants de lecture à partir des livres écrits par monsieur Serge Boutboul, qui est conférencier. Elle a mis dans ses recherches, elle a recherché auprès de Jean-Jacques Charbonnier. Elle a mis comme source Florence Hubert, le livre c'est Quand la médiumnité s'impose. Elle a mis Patricia Daré, Les Lumières de l'invisible. Elle a mis pas mal de sources sur l'hypnose PNL, sur l'hypnose instantanée, sur la thérapie des vies antérieures, sur la délocalisation de la conscience. Vous voyez, donc elle a vraiment élaboré, elle a vraiment creusé, cherché avant d'écrire ce livre, et c'est pour ça que c'était il est très enrichissant ce livre pour tous ceux qui se posent des questions. Je vous recommande vraiment chaudement. Donc elle a mis tous les remerciements à sa sœur Valérie, à Florence Hubert qui lui a fait découvrir sa pratique de la médiumnité en salle, à ses éditrices, à sa maman, à sa sœur qui est très très connue, hein, on la reconnaîtra facilement. Et à la fin, il y a aussi des petits chapitres interviews de Catherine Roumanoff, vous voyez. Bon, évidemment, il n'y a pas Philippe, parce que Philippe, il vient de passer, là. Voilà. J'espère que cet instant de lecture vous aura plu. N'hésitez pas à faire voyager la chaîne. Je vois qu'on se bat pour conserver notre petite chaîne. Je vais manquer de temps, mais j'ai pris des résolutions pour 2023. Je vais prendre plus de temps pour la chaîne et pour les enseignements. Et pour la transmission des enseignements le plus possible. Et je vous ferai certainement un autre instant de lecture à partir de ce livre, ou peut-être à partir de l'autre livre que j'ai commandé du même auteur, Le Bureau des âmes. On se dit namasté et on se dit à très bientôt pour d'autres bons moments à passer ensemble.